Laura, infirmière à l'hôpital East End, était connue pour son dévouement inébranlable et ses soins méticuleux envers ses patients. Elle avait la réputation de rester tard, s'assurant que chaque détail était parfait et prenant le temps supplémentaire pour écouter les préoccupations de ses patients. Son engagement envers son travail faisait d'elle une figure respectée parmi ses collègues. Pourtant, sous son extérieur calme et posé, une tempête se préparait. Tout a commencé avec les disparitions inexpliquées de patients. Laura s'en est d'abord aperçue lorsque M. Thompson, un patient régulier avec des problèmes rénaux chroniques, a disparu sans laisser de traces. L'administration de l'hôpital a écarté cela en disant qu'un vieil homme s'était égaré, mais Laura connaissait M. Thompson. Il ne serait jamais parti sans sa canne bien-aimée, qui était encore dans sa chambre. « Tu dois juste laisser tomber », Laura lui conseillait son amie et collègue, Sarah, un soir alors qu'elle terminait leur service. Mais Laura ne pouvait pas. Chaque nuit, elle restait éveillée, pensant à M. Thompson et au nombre croissant de patients qui avaient simplement disparu. Son malaise s'est accru lorsqu'une jeune femme nommée Emily, admise pour une opération de routine, a également disparu. Laura l'avait vue juste la veille, souriante et nerveuse en parlant de son mariage à venir. Le lendemain matin, le lit d'Emily était vide, ses affaires toujours en place. Laura a décidé d'enquêter plus profondément. Elle a commencé à remarquer des comportements étranges parmi le personnel de l'hôpital, en particulier les médecins. Le docteur Harrison, un chirurgien principal, tenait souvent des réunions tard le soir avec un groupe restreint de collègues. Leurs discussions étaient toujours à voix basse et ils évitaient les caméras de surveillance comme la peste. Une nuit, Laura a pris une décision. Elle suivrait le docteur Harrison. L'occasion s'est présentée lors d'une de ces réunions nocturnes. Laura, habillée en noir et se cachant dans l'ombre, le suivait discrètement. Le docteur Harrison l'a conduite dans une partie de l'hôpital rarement utilisée, une aile fermée pour rénovation depuis des années mais jamais rouverte. Le couloir était étrangement silencieux, le seul son étant le doux bourdonnement des lumières au plafond. Le cœur de Laura battait la chamade alors qu'elle s'approchait de la porte où les médecins avaient disparu. À travers une petite fissure, elle pouvait voir dans la pièce. Ce qu'elle vit fit glacer son sang. Dans la pièce, il y avait des rangées de tables en métal, chacune occupée par ce qui ne pouvait être décrit que comme des corps mutilés. Les organes étaient prélevés avec une efficacité froide qui témoignait d'une longue pratique. Les médecins, y compris le docteur Harrison, travaillaient en silence, leur visage dénué de toute émotion. Laura sentit la bile monter dans sa gorge. Elle recula lentement, son esprit en ébullition. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose de concret qu'elle pourrait apporter aux autorités. Son téléphone. Elle le sortit et commença à enregistrer la scène, veillant à le garder caché au cas où quelqu'un la remarquerait. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, son téléphone vrombit. Le son était assourdissant dans le silence. La tête du docteur Harrison se releva brusquement, ses yeux se fixant sur elle. « Qui est là ?» demanda-t-il en s'avançant vers la porte. Laura se retourna et courut. Elle sprinta dans le couloir, ses pas résonnant contre les murs. Derrière elle, elle pouvait entendre les médecins la pourchasser. Son esprit travaillait à toute vitesse pour trouver une route de fuite. Elle devait sortir de l'hôpital et se mettre en sécurité. Elle déboula dans le couloir principal, manquant de peu de renverser un chariot de fournitures médicales. Le bruit du métal s'écrasant attira encore plus d'attention. Les poumons de Laura brûlaient alors qu'elle se forçait à courir plus vite. Elle pouvait entendre les cris des médecins se rapprocher. Juste au moment où elle pensait être attrapée, elle vit une porte ouverte menant à une cage d'escalier. Elle s'y précipita et commença à grimper, prenant les marches deux à deux. Elle pouvait entendre les pas lourds de ses poursuivants derrière elle, mais elle n'osa pas se retourner. En haut de l'escalier, elle se retrouva sur le toit. L'air de la nuit était frais contre sa peau en sueur. Elle courut jusqu'au bord et regarda en bas. C'était une longue chute, mais il y avait une échelle de secours à quelques mètres. Elle prit une grande inspiration et sauta. Elle atterrit durement sur la grille en métal, une douleur fulgurante traversant ses jambes. L'ignorant,
elle descendit l'échelle de secours aussi vite qu'elle le pouvait. Elle atteignit le sol et se remit à courir, sa seule pensée étant de s'éloigner le plus possible de l'hôpital. Laura ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit son appartement. Elle franchit la porte et la verrouilla derrière elle, haletant alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Son téléphone était toujours dans sa main, l'enregistrement miraculeusement intact. Elle savait qu'elle devait aller aux autorités, mais elle avait besoin de temps pour assimiler ce qu'elle avait vu. Les jours suivants, Laura était un véritable paquet de nerfs. Elle dormait à peine, sursautant au moindre bruit. Elle savait que les médecins viendraient après elle. Elle en avait trop vu. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas les laisser s'en tirer avec leurs activités monstrueuses. Enfin, elle trouva le courage d'aller à la police. Elle présenta ses preuves, ses mains tremblantes en tendant son téléphone. Les officiers écoutèrent son histoire avec une horreur croissante. Ils lui assurèrent qu'ils enquêteraient, mais Laura pouvait voir le doute dans leurs yeux. L'enquête prit des semaines, pendant lesquelles Laura vécut dans une peur constante. Elle était sûre que les médecins viendraient la chercher, et chaque nuit elle rêvait des corps mutilés qu'elle avait vus. Elle ne pouvait pas se débarrasser des images de son esprit. Finalement, la police fit une descente à l'hôpital. Ils trouvèrent l'aile secrète et les preuves macabres du trafic d'organes. Le docteur Harrison et ses collègues furent arrêtés et l'hôpital fermé. Les médias se délectèrent de l'histoire, et Laura fut saluée comme une héroïne. Mais la victoire était amère. Laura ne pouvait échapper au cauchemar qui la hantait. Elle voyait les visages des victimes chaque fois qu'elle fermait les yeux. La connaissance qu'elle avait exposé l'opération ne faisait rien pour apaiser sa culpabilité et son horreur. Elle déménagea dans une nouvelle ville, espérant repartir à zéro, mais les souvenirs la suivaient. Elle ne pouvait plus travailler dans un hôpital, la simple pensée la rendait nauséeuse. Elle prit plutôt un emploi dans une petite clinique, loin du chaos d'East End. Malgré la distance, Laura n'échappa jamais vraiment à ce qu'elle avait vu. Elle devint hypervigilante, toujours à l'affût de signes de similarité dans son nouveau lieu de travail. Le traumatisme l'avait changée, la laissant une ombre de la personne qu'elle était autrefois. Dans ces moments les plus sombres, elle se demandait si elle avait fait la bonne chose. Les images des corps mutilés et la connaissance de ce qui leur avait été fait étaient un rappel constant de l'obscurité qui se cache juste sous la surface de la société civilisée. Quand Marcus a emménagé dans son nouvel appartement à Camden Town, il a ressenti une immédiate sensation de malaise. L'appartement était bon marché pour le quartier, offrant un espace de vie confortable et une petite cuisine ensoleillée. Cela semblait parfait au début, mais il y avait une lourdeur inexplicable dans l'air, comme si les murs renfermaient des secrets qu'il n'était pas prêt à partager. Malgré cette sensation perturbante, Marcus a écarté son inconfort initial, l'attribuant au stress du déménagement et à l'adaptation à un nouvel endroit. Marcus était mon cousin, un homme poussé par la curiosité et un besoin insatiable de découvrir la vérité. Il n'était pas du genre à ignorer un mystère, peu importe sa taille. Lorsqu'il a découvert un vieux journal en lambeaux derrière une planche de sol lâche dans la chambre, sa curiosité s'est transformée en obsession. Le journal appartenait à une femme nommée Emily, qui avait vécu dans l'appartement 2 ans auparavant. Ses entrées commençaient de manière anodine, des détails sur son travail, ses amis et la vie vibrante de Camden Town. Mais au fur et à mesure que Marcus lisait, le ton changeait. Emily écrivait des événements étranges, des coups sur les murs à des heures incongrues, des chuchotements qui semblaient venir de nulle part, et un sentiment croissant de paranoïa. Sa dernière entrée se terminait brusquement, avec une note griffonnée et presque illisible, « Il surveille ». Cette découverte était troublante, mais ce n'était pas suffisant pour décourager Marcus. En fait, cela l'a poussé à aller plus loin. Il a commencé à fouiller chaque recoin de l'appartement, découvrant plus de journaux et de notes cachées par d'anciens locataires. Chacun d'eux peignait un tableau similaire, une personne lentement poussée à la folie par des forces invisibles, leurs entrées devenant de plus en plus frénétiques et décousues avant de cesser complètement. Plus Marcus se plongeait dans l'histoire de ses anciens résidents, plus il sentait que l'appartement lui-même était d'une certaine manière vivant,
se nourrissant de la peur et du désespoir de ses habitants. Il se trouvait incapable de dormir, constamment sur les nerfs, sentant la présence oppressante qui avait conduit les autres à la folie. Ses amis remarquaient son changement de comportement, son visage émacié et ses yeux hantés, mais il écartait leurs préoccupations, déterminé à découvrir la vérité. Puis, une nuit, il découvrit la porte cachée. Elle était dissimulée derrière le papier peint dans le salon, une petite serrure se fondant parfaitement dans le mur. Avec des mains tremblantes, Marcus l'ouvrit, révélant un escalier étroit descendant dans les ténèbres. Il hésita un moment avant de descendre. L'air devenait plus froid à chaque marche, et une faible odeur de décomposition remplissait ses narines. Au bas des escaliers, il trouva une petite pièce sans fenêtre. Ce qu'il y vit fit glacer son sang. La pièce était une chambre des horreurs. Les murs étaient tapissés de photographies et d'objets personnels des anciens locataires, chacun taché de sang. Des instruments de torture étaient éparpillés sur le sol, et dans un coin, une cage rouillée était vide, à l'exception de quelques ossements. Marcus sentit une vague de nausée et de terreur l'envahir. C'était ici que les locataires avaient rencontré leur fin macabre. Il se tourna pour partir, mais la porte se claqua derrière lui. La panique s'empara de lui alors qu'il tâtonnait dans l'obscurité, essayant de trouver la serrure. Il pouvait sentir des regards sur lui, le poids oppressant d'innombrables âmes perdues en ce lieu. Lorsqu'il réussit finalement à ouvrir la porte et à s'échapper, il s'enfuit de l'appartement, ne s'arrêtant que lorsqu'il fut dehors, aspirant à grandes goulées l'air frais de la nuit. Marcus tenta d'alerter les autorités, mais son histoire fut accueillie avec scepticisme et incrédulité. L'appartement avait été loué d'innombrables fois, chaque nouveau locataire ignorant son sombre passé. Il n'y avait aucune preuve, aucun corps à trouver, juste la parole de Marcus et les journaux des disparus. La police le rejeta comme un individu troublé, ses revendications trop extravagantes pour être prises au sérieux. Incapable de vivre plus longtemps dans l'appartement, Marcus déménagea dans un nouvel endroit, mais le traumatisme le suivit. Il était un homme changé, hanté par ce qu'il avait découvert. Le Marcus autrefois curieux et déterminé n'était plus qu'une ombre de lui-même, à jamais marqué par les horreurs de Camden Town. Je lui rendais souvent visite, essayant de l'aider à guérir, mais le mal était fait. L'histoire de Marcus devint une légende murmurée parmi nos amis, une histoire de curiosité menant à la folie. Et chaque fois que je passais devant cet immeuble à Camden, je ne pouvais m'empêcher de frissonner, me demandant combien d'autres tomberaient encore sous son emprise insidieuse. Au fil du temps, Marcus devint plus replié sur lui-même. Ses tentatives initiales pour trouver la paix grâce à la thérapie et aux médicaments semblaient vaines. Les souvenirs de cette pièce cachée et les preuves d'actes indicibles hantaient ses rêves et envahissaient ses pensées éveillées. Malgré le changement d'environnement, Marcus ne pouvait échapper au sentiment d'être constamment surveillé, prisonnier des fantômes de Camden Town. Son état mental continua de se détériorer. Il devint obsédé par la recherche de l'histoire du bâtiment, essayant de trouver des archives historiques qui pourraient expliquer les horreurs qu'il avait découvertes. Ce qu'il trouva fut une longue histoire de disparitions inexpliquées et de rumeurs de hantises, mais rien de concret. Les origines du bâtiment étaient enveloppées de mystères, avec des lacunes dans ses dossiers suggérant que quelqu'un avait intentionnellement effacé des parties de son passé. Un soir, Marcus partagea avec moi une découverte particulièrement effrayante. Il avait trouvé un vieil article de journal datant du début des années 1900 parlant d'une famille riche qui avait autrefois vécu dans le bâtiment. Ils étaient connus pour leurs excentricités et on disait qu'ils pratiquaient des rites occultes. L'article mentionnait une série de meurtres horribles qui avaient eu lieu dans la région à la même époque. Bien qu'aucun lien direct n'ait été établi, les insinuations étaient claires. Marcus croyait que l'influence malveillante de la famille s'était d'une certaine manière infiltrée dans les murs du bâtiment, perpétuant un cycle de violence et de folie. Malgré ces révélations, Marcus ne trouvait aucun allié prêt à prendre ses revendications au sérieux. Les autorités restaient indifférentes, et la plupart des gens rejetaient ces découvertes comme les divagations d'un esprit perturbé. Isolé et désespéré, Marcus décida de documenter tout ce qu'il avait découvert. Il compila les journaux,
les photographies et ses propres notes détaillées dans un dossier, espérant qu'un jour, quelqu'un prêterait attention et mettrait fin à l'héritage sombre du bâtiment. Au fil des mois, la paranoïa de Marcus grandit. Il commença à recevoir des appels téléphoniques étranges, sans personne au bout du fil. Des objets dans son nouvel appartement étaient déplacés alors qu'il était certain de les avoir laissés à un autre endroit. Le sentiment d'être observé devint plus prononcé, au point que Marcus installa des caméras de sécurité dans toute sa maison. Pourtant, les enregistrements ne montraient jamais rien d'inhabituel. Une nuit, en examinant les dernières vidéos, Marcus remarqua quelque chose qui fit glacer son sang. Dans le reflet de la fenêtre de son salon, il vit une silhouette sombre se tenant derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. En examinant les images image par image, la silhouette apparut seulement un instant avant de disparaître. Cet incident poussa Marcus à la limite. Convaincu que le mal résidant dans l'appartement de Camden l'avait suivi, il résolut de le confronter directement. Marcus retourna au bâtiment, pénétrant par effraction dans l'appartement maintenant vacant. Il descendit l'escalier caché une fois de plus, cette fois armé d'une caméra et d'une lampe de poche. Son plan était de rassembler des preuves irréfutables des horreurs à l'intérieur. En entrant dans la chambre, l'atmosphère oppressante semblait se refermer sur lui. L'air était épais de malveillance, et Marcus pouvait presque entendre l'écho des cris passés. Il commença à filmer, capturant en détail la scène macabre. Soudain, la pièce devint plus froide, et sa lampe de poche vacilla. Marcus sentit une présence derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit rien. La panique monta en lui, et il se hâta de terminer sa documentation. Alors qu'il remontait les escaliers, la lampe de poche s'éteignit complètement, le plongeant dans l'obscurité. Dans le noir complet, Marcus pouvait entendre des pas le suivant, se rapprochant à chaque instant. Il tâtonna avec la caméra, utilisant son petit écran comme source de lumière, mais c'était à peine suffisant pour voir. Il pouvait sentir le souffle de quelque chose sur sa nuque. Désespéré, il atteignit le sommet des escaliers et franchit la porte cachée, la claquant derrière lui. Marcus s'enfuit du bâtiment, sans jamais regarder en arrière. Il se rendit directement chez moi, tremblant et pâle, serrant la caméra comme une bouée de sauvetage. Alors que nous examinions les enregistrements ensemble, nous vîmes à nouveau la silhouette sombre, cette fois plus nette. C'était une forme indistincte, mais sa présence était indéniable. La peur de Marcus était palpable dans la vidéo, sa respiration lourde et ses prières murmurées témoignaient de sa terreur. Les images étaient suffisantes pour me convaincre de la gravité de ses revendications. Nous avons présenté les preuves à une journaliste locale connue pour enquêter sur les phénomènes paranormaux. Elle était intriguée et accepta d'examiner l'affaire. Avec son aide, l'histoire de Marcus commença à gagner du terrain, mais elle fut toujours accueillie avec un mélange de scepticisme et de fascination morbide. Malgré la tension, le bâtiment de Camden Town resta occupé, de nouveaux locataires emménageant sans connaître les horreurs qui les attendaient. Marcus, incapable de supporter le poids de ses expériences, décida de quitter Londres complètement. Il déménagea dans un village reculé en Écosse, espérant trouver une certaine paix loin des rues hantées de Camden. En son absence, la journaliste continua son enquête, découvrant d'autres détails effrayants sur l'histoire du bâtiment. Il devint un sujet de légende locale, une tache sombre sur la réputation vibrante de Camden Town. Mais les véritables horreurs de cet endroit restèrent enfermées, enterrées dans l'esprit de ceux qui avaient vécu son cauchemar. Quant à moi, je pense souvent à Marcus et au courage qu'il a fallu pour affronter le mal qu'il avait piégé. Son expérience est un rappel sinistre des ténèbres invisibles qui peuvent se cacher derrière des façades apparemment ordinaires. Et chaque fois que je passe devant cet immeuble, je ressens un frisson dans le dos, une reconnaissance silencieuse de la force malveillante qui réside encore à l'intérieur, attendant sa prochaine victime. Peter avait toujours été un homme curieux, et son travail en tant que conservateur d'art lui permettait de satisfaire sa curiosité. La routine monotone de la restauration et de la préservation des œuvres d'art offrait rarement l'excitation qu'il recherchait, mais de temps en temps,
un murmure de mystère s'insinuait dans sa vie. Cette fois-ci, c'étaient les murmures sur un certain artiste à Shoreditch qui avaient éveillé son intérêt. L'artiste, dont le vrai nom était peu connu, était simplement appelé « le sculpteur ». Ses œuvres étaient renommées pour leur réalisme troublant, une ressemblance vivante qui fascinait et perturbait les spectateurs. Les pièces étaient grotesques mais captivantes, souvent ressemblant à des formes humaines dans des détails surprenants. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ces matériaux étaient loin d'être ordinaires, que ces sculptures étaient plus que de simples créations géniales. Le collègue de Peter, le narrateur de cette histoire, partageait souvent des verres avec lui dans un petit pub au coin de Brick Lane. C'est au cours de l'une de ces soirées que Peter lui confia la nature particulière des œuvres du sculpteur. « T'es-tu déjà demandé pourquoi ces pièces ont l'air si réelles ?» demanda Peter, sa voix basse, ses yeux brillant d'un mélange de fascination et de crainte. La curiosité se transforma en obsession. Peter devait découvrir la vérité derrière ces chefs-d'œuvre inquiétants. Il décida de s'infiltrer dans la communauté soudée des artistes de Shoreditch, une tâche plus facile à dire qu'à faire. La communauté se méfiait des étrangers, surtout de ceux qui montraient trop d'intérêt pour leurs membres les plus reclus. Utilisant son charme et ses connaissances en art, Peter gagna progressivement la confiance des artistes locaux. Il assista à des vernissages, des expositions d'art et même à des expositions clandestines occasionnelles, tout en se rapprochant petit à petit du sculpteur. Sa persévérance porta ses fruits lorsqu'il reçut finalement une invitation à l'une des visites privées du sculpteur, un rare honneur que peu avaient jamais reçu. La galerie était un vieil entrepôt, banal de l'extérieur mais transformé à l'intérieur en un labyrinthe macabre de sculptures. Chaque pièce était plus dérangeante que la précédente, la qualité réaliste devenant maintenant quelque chose de plus sinistre. La peau de Peter se hérissa alors qu'il parcourait l'espace faiblement éclairé, les visages des sculptures semblant presque le suivre du regard avec leurs yeux creux. Ses soupçons grandirent lorsqu'il surprit une conversation entre deux assistants du sculpteur. Ils parlaient à voix basse de l'acquisition de nouveaux matériaux, provenant de morgues et de nécropoles. La réalisation frappa Peter comme un coup de poing au ventre, ce n'étaient pas seulement des sculptures, mais des amalgames grotesques de restes humains. Déterminé à rassembler des preuves, Peter décida d'enquêter davantage. Il commença à suivre le sculpteur, notant ses fréquentes visites nocturnes aux morgues locales. Une nuit, Peter le suivit jusqu'à un bâtiment abandonné à la périphérie de Shoreditch. Ce qu'il découvrit à l'intérieur dépassait ses pires cauchemars. Le sous-sol du bâtiment avait été converti en atelier, les murs garnis d'outils et de paraphernalia macabres. Au centre de la pièce, sous une lumière fluorescente vacillante, se trouvait une sculpture à moitié finie. L'odeur de décomposition était accablante, et Peter dut réprimer un haut-le-cœur en réalisant ce qu'il regardait, un corps humain en cours de transformation en art. Peter sortit rapidement son téléphone pour capturer des preuves photographiques, mais le flash attira une attention indésirable. Le sculpteur se tourna, ses yeux se plissant de fureur. « Que crois-tu faire ?» gronda-t-il en s'avançant vers Peter avec un regard menaçant. La panique envahit Peter alors qu'il reculait, s'efforçant de remettre son téléphone dans sa poche. « Je m'en allais juste, balbutia-t-il, mais le sculpteur n'était pas convaincu. Il se jeta sur Peter, qui réussit à peine à esquiver et à courir vers la sortie. Le cœur battant, Peter courut à travers les rues sombres de Shoreditch, n'osant pas regarder en arrière. Il pouvait entendre les pas du sculpteur derrière lui, implacable et résonnant dans la nuit. La seule pensée de Peter était d'atteindre un endroit sûr et d'exposer la vérité horrifiante. Peter réussit à s'échapper, mais son calvaire était loin d'être terminé. Il partagea ses découvertes avec le narrateur, qui l'incita à aller à la police. Cependant, Peter savait que sans preuve concrète, son histoire serait rejetée comme les divagations d'un fou. Les photographies qu'il avait prises étaient suffisantes pour susciter des soupçons mais pas assez pour condamner. Les jours se transformèrent en semaines, et Peter vivait dans une peur constante. Il sentait des yeux sur lui où qu'il aille, la paranoïa rongeant sa santé mentale. Il était sûr que le sculpteur le surveillait, attendant le bon moment pour riposter.
Les rues autrefois familières de Shoreditch semblaient maintenant remplies de dangers cachés, des ombres dissimulant des menaces indicibles. Malgré la peur, Peter ne pouvait laisser l'artiste continuer ses travaux macabres. Il se tourna vers les réseaux sociaux, partageant les photographies et son histoire de manière anonyme. La réaction fut immédiate et explosive. Le tollé public força les autorités à agir, lançant une enquête sur les activités du sculpteur. L'enquête mena à la découverte de plusieurs corps à divers stades de démembrement et de transformation, chaque pièce témoignant de la vision tordue de l'artiste. Le sculpteur fut arrêté, mais son influence persista. La vie de Peter était à jamais changée. Il avait exposé un monstre, mais était devenu prisonnier de ses propres peurs. Chaque craquement du plancher, chaque ombre au coin de son œil, lui donnait des frissons dans le dos. Il savait que le sculpteur avait des adeptes, des admirateurs partageant sa fascination grotesque. Les nuits de Peter étaient hantées de cauchemars, et même pendant ses heures éveillées, il ne trouvait aucun répit. Le procès du sculpteur fut un sensationnel médiatique, les détails de ses crimes éclaboussant les gros titres. Il fut condamné à la prison à vie, mais Peter ne trouva aucun réconfort dans le verdict. L'artiste avait promis vengeance, et Peter savait mieux que de la considérer comme une menace vide. Au final, la vie de Peter devint un conte de mise en garde, un rappel sinistre des ténèbres qui peuvent se cacher derrière la façade de la créativité. Il avait découvert la vérité horrifiante derrière les chefs-d'œuvre du sculpteur, mais à un coût personnel élevé. La peur ne le quittait jamais vraiment, une ombre constante qui murmurait des dangers encore à venir. Mon oncle John était un homme simple. En tant que chauffeur de taxi expérimenté à Londres, il avait tout vu, les fêtards ivres, les touristes fatigués, et tous les types de personnages locaux imaginables. Mais rien ne l'avait préparé aux événements d'une nuit froide et brumeuse à Whitechapel, quand il rencontra un passager qui changerait à jamais sa vie. C'était un mercredi soir typique. John venait de finir sa tasse de café tiède dans le petit café d'angle qu'il fréquentait et décida de patrouiller les rues pour une dernière course avant de rentrer chez lui. Alors qu'il conduisait dans les rues sinueuses, le bruit familier des gouttes de pluie frappant le pare-brise créait un rythme apaisant. La nuit était inhabituellement calme, une épaisse brume planant dans l'air, enveloppant les rues pavées dans un silence inquiétant. À l'intersection de Commercial Street et Ambury Street, une grande silhouette émergea de l'ombre, levant une main pour héler le taxi. John s'arrêta, les faibles réverbères projetant de longues ombres déformées à l'intérieur de la voiture. L'homme glissa sur la banquette arrière sans un mot. Sa présence était troublante, il était impeccablement vêtu d'un manteau sombre et d'un fedora, son visage obscurci par le bord du chapeau et la faible lumière. « Où ça ?» demanda John, essayant de voir le visage de l'homme dans le rétroviseur. La voix du passager était basse et rauque, avec un accent que John ne parvenait pas à identifier. « Whitechapel » répondit l'homme sèchement, sans fournir plus de détails. Alors que John naviguait dans les rues labyrinthiques, un sentiment de malaise s'installait en lui. L'homme restait silencieux, son regard fixé sur quelque chose d'invisible. John jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, mais le visage du passager restait dans l'ombre, ses yeux cachés. Le silence entre eux devenait de plus en plus lourd, l'atmosphère dans le taxi épaisse de tension. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'endroit désigné, un tronçon désert près d'un vieux hangar abandonné, l'homme tendit à John un billet de 50 livres. « Gardez la monnaie, dit-il, sa voix à peine audible. » Sans un mot de plus, il glissa hors du taxi et disparut dans le brouillard. John regarda l'homme disparaître, un sentiment de malaise le rongeant. Il se retourna vers l'avant et se figea. Là, sur la banquette arrière, se trouvaient de petites taches sombres du sang. Son cœur battait la chamade alors qu'il fixait les taches cramoisies, son esprit s'emballant de possibilités. De quoi venait-il de faire partie ? Poussé par un besoin inexplicable de découvrir la vérité, John décida d'enquêter. Il gara son taxi dans une ruelle voisine et s'approcha prudemment du hangar. Le bâtiment se dressait devant lui, ses fenêtres brisées et sa façade en décomposition témoignant de nombreuses années de négligence. L'air était épais de l'odeur de moisissure et de pourriture.
Les pas de John résonnaient dans le vide alors qu'il poussait la porte grinçante. À l'intérieur, le hangar était un labyrinthe de machines rouillées et de débris abandonnés. Il se déplaçait en silence, guidé par une force invisible, jusqu'à ce qu'il tombe sur une scène qui le hanterait à jamais. Au centre de la pièce se trouvait un tableau grotesque, une scène d'horreur inimaginable. Le sol était couvert de sang, les murs décorés de trophées macabres. Des corps, ou ce qu'il en restait, étaient éparpillés comme des poupées abandonnées. L'estomac de John se retournait, et il luttait contre l'envie de vomir. L'odeur métallique du sang était accablante, se mêlant à la puanteur de la décomposition. Il devait alerter les autorités, mais il connaissait les implications. Un chauffeur de taxi, trouvé sur la scène d'un crime aussi macabre, serait sans aucun doute perçu avec suspicion. Mais John ne pouvait laisser cela sans suite. Il sortit son téléphone et appela le 999, ses mains tremblantes alors qu'il expliquait ce qu'il avait trouvé. La police arriva rapidement, leur lumière clignotante perçant l'obscurité. John fut immédiatement emmené pour un interrogatoire. Il pouvait voir le doute dans leurs yeux alors qu'il racontait son histoire, l'incrédulité face à son récit d'un passager énigmatique. Le sang sur sa banquette arrière n'aidait en rien son cas. Il fut retenu toute la nuit, l'ombre de la suspicion planant sur lui comme un nuage sombre. Relâché le lendemain matin faute de preuves le liant directement au crime, John retourna à son taxi, mais l'expérience l'avait changé. Il était déterminé à prouver son innocence et à trouver le véritable coupable. Chacun de ces moments éveillés devint obsédé par la recherche de l'homme au fedora. Il épluchait les reportages, scrutait les visages de ses passagers et hantait les rues de Whitechapel, espérant trouver un indice. Les semaines se transformèrent en mois, chaque jour une poursuite incessante de justice. L'obsession de John lui coûta cher, il perdit du poids, ses yeux enfoncés et creux à force de nuits sans sommeil. Mais il ne pouvait abandonner. Il était animé par un sens du devoir, de devoir réparer les torts qu'il avait découverts. Sa persévérance porta ses fruits un soir pluvieux lorsqu'il repéra une silhouette familière rôdant près du site du hangar. L'homme au fedora. Le cœur de John battit la chamade alors qu'il le suivait, gardant une distance sécuritaire. L'homme entra dans un bâtiment délabré, et John sut que c'était sa chance. Il appela la police, leur donnant l'emplacement et les exhortant à agir rapidement. Cette fois, ils le prirent au sérieux. Armés de son renseignement, les autorités firent une descente dans le bâtiment et trouvèrent l'homme, ainsi que des preuves le liant à plusieurs meurtres macabres. Le nom de l'homme fut enfin révélé, Arthur Beckett, un tueur en série notoire qui avait échappé à la capture pendant des années. Le nom de John fut blanchi, mais les cicatrices de l'épreuve restaient. Il fut salué comme un héros, mais il ne pouvait échapper au cauchemar qui le hantait. Les images du hangar imbibé de sang et des yeux sans vie des victimes hantaient ses rêves. Il avait démasqué le tueur, mais à un grand coût personnel. À ce jour, John porte le poids de cette nuit. Il continue de conduire son taxi dans les rues de Londres, mais il est un homme changé. Les ténèbres qu'il a rencontrées ont laissé une marque indélébile sur son âme, un rappel du mince voile qui sépare le banal du macabre.